pour dire deux mots sur Fanny Paris. Elle est journaliste, anthropologue spécialisée dans la consommation et l'innovation. Donc c'est une plongée dans l'animisme industriel. Comment et pourquoi nous humanisons l'intelligence artificielle et ce que cela relève de notre époque, nos rituels, nos croyances et nos dépendances. Donc, Madame Paris, vous avez la parole. Bonjour à tous, un grand merci pour votre invitation. Ensemble, pendant une demi-heure, on ne va pas parler de science-fiction, on ne va pas parler d'histoires qui sont très éloignées de notre quotidien, même si par certains aspects, par certains abords, on a l'impression que je vous parle de quelque chose de très lointain de nous, mais là, en fait, on va faire tout l'inverse. En découvrant l'animisme industriel, on va questionner de manière plus fine, plus profonde, et on va parler de ce qui organise au quotidien maintenant le rapport que l'on va avoir aux objets. Donc, je vous propose d'entrer directement dans la notion d'animisme industriel afin d'en dégager la portée concrète et la valeur d'usage pour comprendre nos pratiques contemporaines. Par ce terme, j'entends la manière dont des artefacts techniques, c'est-à-dire des objets connectés, des algorithmes de recommandation, des algorithmes de recommandation, des agents conversationnels, des systèmes d'automatisation sont dotés d'une agencie perçue dans la vie quotidienne et organisationnelle. Plus précisément, ça veut dire qu'ils ne sont pas seulement des outils qu'on pourrait qualifier de neutres, ils vont prendre une place de coacteurs qui orientent des rythmes, cadrent des normes et redistribuent la charge de l'attention, de la décision et de la justification. Autrement dit, parler d'animisme industriel, ce n'est pas dénoncer une superstition, c'est décrire une pratique ordinaire, située et répétée, par laquelle nous adressons aux artefacts, donc aux objets entendus au sens large, des attentes d'écoute, de soins, de vigilance ou de conseil. En retour, ces artefacts, conçus pour nous répondre, sédimentent des habitudes, configurent des styles d'action et s'insèrent dans des récits intimes comme dans des protocoles professionnels. L'intérêt de cette notion est double. Elle est à la fois d'éclairer comment la technique fait société, mais également d'outiller nos choix de conception, de gouvernance et d'évaluation. Si on rentre un petit peu plus dans le détail de cette notion, on va la définir de la manière suivante. Il s'agit de l'attribution située d'intentionnalité et de capacité d'agir à des artefacts issus de l'industrie numérique telle qu'elle se manifeste dans des contextes précis, le domicile, le travail, les mobilités, les loisirs et la création. L'objet central est donc très pragmatique. Nous ne discutons pas la vérité métaphysique de l'intention, mais la réalité des conduites adoptées comme si l'artefact comprenait, voulait ou veillait. Cette attribution n'est pas spontanée, elle résulte d'un design d'artefact, c'est-à-dire le langage naturel, la voix, les retours qui vont être perçus comme empathiques, d'une mise en données, c'est-à-dire les profils, l'historique et les préférences de choix, et de routines qui se répètent jusqu'à naturaliser l'adresse, la réponse et l'alignement. En ce sens, l'animisme industriel devient alors un dispositif d'organisation. Il distribue ce qu'il est pertinent de faire maintenant, ce qui mérite de remonter comme alerte, ce qui peut être confié à l'automate sans vérification. L'animisme n'est plus une croyance périphérique, ça va structurer notre économie de l'attention, de l'évaluation et de l'action. Ce qui est intéressant avec cette notion-là, c'est qu'on a l'impression qu'elle arrive de manière un petit peu très imite dans notre quotidien. Or, en fait, ça va être la réactualisation de mythes anthropologiques plus anciens que l'on va trouver dans différentes cultures, dans différentes aires culturelles ou à différentes époques. L'histoire est un petit peu toujours la même, c'est celui d'un humain qui va créer une entité qui va, par certains aspects physiques ou en termes d'interaction et de fonctionnement, ressembler à l'humain. L'être humain devient lui-même créateur. Et dans toutes ces histoires, à chaque fois, ça se passe pas forcément aussi bien que prévu. Cette entité aux attributs humains va s'émanciper de la main de son créateur et devenir en quelque sorte autonome. Dans certains récits, ça va bien se terminer parce que cette entité va devenir un partenaire de l'humain, comme dans le mythe de Galatée. Dans d'autres histoires, comme celle du golem, par exemple, l'entité va se soulever contre son créateur et devenir une entité
un petit peu à abattre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'IA et notamment l'IA générative, on va avoir des discours de ce type où on va avoir peur que l'IA se soulève contre l'humain, qu'elle devienne autonome ou qu'elle nous dépasse. Ce décentrement anthropologique permet d'essentialiser en quelque sorte le discours et de s'apercevoir que là, on va avoir un outil moderne mais qui va réactiver un ensemble de croyances beaucoup plus anciennes et relativement bien documentées en anthropologie. Si on va un petit peu plus loin, on se rend compte que cette capacité à donner ou à conférer une intention, qu'elle soit réelle ou projetée de l'outil, on l'observe déjà dans un ensemble de secteurs d'activité professionnelle, mais également dans nos vies quotidiennes et dans les routines plus personnelles que l'on va avoir. La somme d'un ensemble d'études que l'on a pu mener au sein de la chaire de recherche et d'enseignement Managia que je co-dirige nous a permis d'établir une première cartographie des différents usages que l'on va avoir et le rapport que ça va engendrer avec l'outil. C'est ce que l'on va appeler en anthropologie ou en design le degré d'incarnation. Donc quelle place, quelle figure et quelle fonction on va donner à l'outil, à l'artefact, et par extension, quelle relation on va nouer avec lui et quelles vont être les attentes que l'on va avoir vis-à-vis de ces technologies et surtout quelles vont être les émotions et la relation qui va naître entre l'humain et le non-humain. De manière très schématique et très synthétisée, on va observer 4 grands degrés d'incarnation. Le premier degré, c'est celui autour de la robotique sociale. On va avoir un outil qui va nous aider, qui va nous rassurer dans plein d'actions à mener dans notre quotidien. Ce qui est intéressant avec la robotique sociale, c'est qu'on n'attend pas, l'utilisateur n'attend pas un grand degré de sophistication technologique. Tout ce qu'il va vouloir et attendre, c'est d'être rassuré et accompagné sur plein de tâches du quotidien. Et même si on ne va pas avoir des prouesses technologiques derrière cet outil, on va avoir un lien de proximité et d'attachement fort qui va produire des émotions qui vont être, elles, également fortes parce que l'objet va devenir quelque chose d'important dans le quotidien. Ensuite, on va avoir l'assistant technologique. Là, on a un petit peu moins d'émotions qui vont être associées. On a des attentes technologiques qui sont intermédiaires en termes d'attente. Et là, ce qui va être intéressant, c'est comment cet outil va, notamment en contexte professionnel, accompagner les individus dans le quotidien pour l'augmenter, pour pouvoir gagner en performance, en rapidité des tâches. Et là, l'attachement ne vient pas du phénomène de réassurance, mais davantage de son utilité perçue et intégrée dans le quotidien professionnel. Que ce soit la robotique sociale ou l'assistant technologique, on va avoir une omniprésence ou du moins une récurrence importante d'usage dans le quotidien et l'outil va devenir un partenaire pour l'individu qui l'utilise. À gauche de la visualisation, on va être dans une autre approche de l'outil. Il peut être coach personnalisé où là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va hybrider les relations humain-machine et humain-humain en créant une sorte de triptyque. Le coach personnalisé peut s'exprimer à la fois dans la vie quotidienne de l'individu, par exemple, avec des applications de coaching sportive ou d'accompagnement nutritionnel. On va avoir des parcours personnalisés qui vont être créés grâce à l'IA, mais à des moments donnés, on va avoir des coachs ou des professionnels qui vont interagir via un chat avec l'utilisateur ou du moins qui vont participer à vérifier les scénarios et les recommandations de l'IA pour les rendre plus pertinentes par rapport au profil de l'individu. En contexte professionnel, c'est par exemple lorsque l'on va avoir des parcours de formation personnalisés pour les collaborateurs et des recommandations qui vont être tout ou partie poussées, par exemple, par un manager ou par un DRH. Et enfin, la plateforme unique, là, on va avoir très peu d'émotions qui vont être associées. On va être sur la mise en place d'une plateforme très simple qui fonctionne comme agrégateur de contenu et qui va permettre de connecter l'utilisateur à un ensemble de bases de données pour lui faciliter la vie, lui permettre d'aller plus loin. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'inverse de la robotique sociale, ça va nécessiter des performances technologiques et du développement beaucoup plus importantes
On ne va avoir aucune émotion qui va être suscitée et même l'utilisateur ne va pas avoir conscience ou connaissance de toute l'infrastructure sociotechnique qui va être mise en place pour pouvoir avoir des actions et des requêtes qui lui permettent d'avoir un rapport très simple à l'outil. Ce qui est intéressant avec cette visualisation autour du degré d'incarnation, c'est qu'on se rend compte qu'en fonction de la place et de la fonction qu'on va lui donner au quotidien, eh ben, cette proximité, cette relation d'animisme industriel va être très différente. Si on va un petit peu plus loin et qu'on rentre plus dans le détail de qu'est-ce que l'animisme industriel, on va se rendre compte que tous les objets technologiques qui peuplent notre quotidien et où l'IA va intervenir ne va pas engager les mêmes degrés d'animisme industriel. Ce que je vous propose, c'est différentes typologies, 7 typologies qui vont du plus faible degré d'incarnation de l'animisme industriel aux outils techniques qui vont engager le plus de nouveaux types de relations à la fois pragmatiques avec l'outil, mais également des projections qui vont être très importantes. Donc, on va revenir plus en détail sur certaines catégories d'objets qui permettent davantage de nous amener à questionner notre rapport au réel. Mais dans un premier temps, très rapidement, je vais vous passer les différentes catégories. Au niveau un petit peu zéro de l'animisme industriel, on va avoir tout ce qui est objet fonctionnel réenchanté, où là, on a peu d'anthropomorphisation, c'est-à-dire qu'on va peu projeter d'attributs vivants ou humains à l'outil, mais ça participe déjà à bouleverser le rapport que l'on va avoir aux objets dans une perspective qui va être expérientielle. C'est tout ce qui va être lumière connectée, thermostat intelligent et de manière plus générale, domotique dans l'échelle domestique de l'individu. Ensuite, on va avoir des dispositifs interactifs avec agency implicite. C'est comment on va avoir des objets qui vont avoir de l'intelligence artificielle, mais qui vont rester au stade d'objet et dès lors, ça va déjà engager des bouleversements. On va avoir des jouets et des animaux robotiques où là, ça va engendrer des interactions émotionnelles simples. Ensuite, on a les assistants vocaux et conversationnels comme Alexa, par exemple, qui va, par la voix, nous amener à structurer notre relation à la fois à ces objets, mais à d'autres objets connectés de manière renouvelée. On a la robotique sociale, où là, on va avoir des interactions sociales et émotionnelles plus avancées avec l'outil, qui nous amène vers la robotique humanoïde, où là, on va projeter en termes d'interaction, en termes d'intelligence et à travers une incarnation physique des attributs humains à des outils techniques. Et enfin, on a les intelligences artificielles invisibles comme ChatGPT qui là n'ont pas de matérialité mais vont projeter le plus d'animisme industriel dans l'esprit des individus. Je vais faire un focus pour commencer sur ces dispositifs interactifs avec agency implicite. Pourquoi ils sont intéressants? Parce que ils ne nous renvoient pas à une forme d'humanité, mais pour autant, ils vont créer déjà un premier rapport différent avec ces entités non humaines. Le cas qui est le mieux documenté, à la fois dans les recherches menées par Managia, mais également dans la littérature sociologique, c'est le cas du robot aspirateur. Depuis plus de 10 ans, toutes les études que l'on peut mener sur ce sujet nous montrent un objet où, quelle que soit la marque, on va avoir un design qui est relativement similaire et non anthropomorphique, qu'on va avoir une IA qui n'est pas très développée, qui est surtout de l'automatisation, mais qui va produire des bouleversements relativement importants dans le foyer. Dans la majorité des cas des personnes que l'on a interrogées, l'objet va avoir un nom, donc il va être nommé et il va être un interlocuteur ou une entité perçue comme légitime dans l'univers domestique et matériel. Il va avoir une place qui est singulière entre généralement les animaux domestiques et les objets qui ne vont pas bouger, qui vont être statiques. On observe des enfants qui, par exemple, les soulèvent pour voir si c'est une fille ou un garçon, et on va être sur des pratiques émergentes sur lesquelles je reviendrai après, qui vont être notamment des enterrements d'aspirateurs robots. Une fois qu'ils ne sont plus réparables, on ne les envoie pas
au recyclage ou à la déchetterie, on va les enterrer entre un pied de tomate et de basilic pour pouvoir faire son deuil et pour pouvoir acquérir un nouvel objet. On va avoir également plein d'études qui sont en train d'apparaître autour de cet objet qui est le distributeur de croquettes électriques. Généralement, ceux qui disposent de cet objet ont également un aspirateur robot. Et ce qui est intéressant, c'est que cet objet va permettre de réduire la charge mentale, donc pouvoir programmer ou gérer à distance la prise alimentaire de son animal, mais également avoir davantage de surveillance par rapport à ce qui se passe chez soi quand on n'y est pas, parce que la majorité de ces objets vont être dotés d'une caméra et d'une app qui va permettre de suivre sur le téléphone portable. Et ce qui est intéressant avec ces objets-là, c'est qu'en fait, ils ne sont pas uniquement de l'ordre du gadget, ils s'inscrivent de manière durable dans le quotidien parce qu'ils permettent deux choses, à la fois de réduire la charge mentale sur les tâches domestiques du quotidien, et d'avoir un contrôle qui va être plus important à la fois sur les tâches ménagères, mais surtout sur les membres de son foyer, qu'ils soient humains ou animaux. Si on continue dans cette logique-là d'avoir du contrôle et de bouleverser en quelque sorte les relations que l'on va avoir avec son quotidien domestique, on va avoir les assistants vocaux qui vont redistribuer les rôles dans le foyer et l'ordonnancement entre des objets, des tâches dictées par les humains. Ils vont devenir un intermédiaire entre le fait de changer de musique, d'allumer ou d'éteindre la lumière, d'ouvrir les stores et devenir presque un nouveau partenaire, par exemple, dans les repas de famille où des parents nous expliquent, toujours branchés, Alexa pour pouvoir apprendre à leurs enfants à naviguer dans ce monde technologique. On va ensuite avoir des IA relationnelles qui, elles, vont brouiller les frontières entre les relations humaines. C'est notamment le cas de Replica qui nous permet et qui permet aux utilisateurs d'avoir des amis, voire des relations sentimentales avec des IA. On a à travers le monde plusieurs cas de suicide d'individus qui se sont fait larguer par leurs IA et qui vont venir un petit peu questionner la place et la fonction de cette IA et sa légitimité. C'est le cas de Replica notamment qui permet d'avoir des petites amies ou des petits amis virtuels. Plus loin également, on va avoir des applications comme Caractère AI qui nous permettent de scénariser davantage la relation amicale ou amoureuse. Vous pouvez par exemple parler avec Kate Moss tout en vous positionnant dès le début de la relation comme son ex. Vous pouvez également dater avec Booba et ça va conduire à des réactions parfois ubuesques. Une de mes étudiantes, pour une expérimentation qu'on menait, a commencé à flirter avec Booba. C'est un scénario qu'on nous propose comme possible sur cette appli-là. À la fin de mon cours, elle a fermé son ordinateur, elle est partie déjeuner avec ses amis et quand elle est revenue, elle s'est rendue compte qu'elle s'était fait troller et insulter par Booba parce qu'elle ne répondait plus à l'outil. Donc, comme dans certaines situations de dating contemporain, eh ben, on se fait insulter quand l'interlocuteur pense s'être fait ghoster par l'utilisateur. Et même si cette étudiante savait qu'on était dans le cadre d'une expérimentation et qu'il n'y avait rien de réel et qu'elle ne devait pas avoir de réaction émotionnelle, elle s'est sentie agressée et décontenancée par cette vague de haine pendant son temps de déjeuner. Donc là, on est dans une expérience qui est cadrée, qui provoque déjà des émotions. Donc par extension, qu'est-ce que ça veut dire quand c'est généralisé à des personnes qui le mobilisent dans leur quotidien pour pouvoir soit juste essayer, soit combler un manque affectif. Ce manque affectif, on va le voir de plus en plus autour de la robotique sociale et de ce qu'on appelle les robots sociaux. On a par exemple le robot Pepper qui est un des plus connus, qui existe dans un ensemble de lieux publics, que ce soit des gares, des hôpitaux ou des écoles, mais on a toute une nouvelle catégorie d'objets de soutien émotionnel. On a par exemple le phoque Pharo qui est de plus en plus présent dans des maisons de retraite ou des hôpitaux pour pouvoir essayer de mettre un pansement sur la solitude des personnes âgées. On a également Sony qui propose un petit animal qui doit ressembler normalement à un cochon d'Inde et qui est un animal de soutien émotionnel qui va
qui est dopé à l'IA générative et qui doit réagir et adapter son comportement en fonction des émotions et de ce qu'il perçoit de l'état émotionnel de son utilisateur. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression au premier abord que ça va être une bonne idée, mais est-ce que ça ne met pas juste un pansement sur des problèmes plus structurels de la société et à quoi peuvent ressembler nos maisons de retraite à moyen ou long terme si nos personnes âgées ont toutes leur phare sans questionner la place qu'on a envie de leur donner dans la société. Si on monte encore d'une étape avec la robotique humanoïde, on a par exemple Sophia, qui est le premier robot citoyen reconnu citoyen d'un pays du monde en 2017, qui est l'Arabie saoudite. Et puis, on a plus récemment une entreprise américaine, elle, qui s'illustre dans les robots sexuels, où il y avait toute une gamme initialement et depuis presque 10 ans de robots sexuels programmés pour pouvoir simuler le viol. Et plus récemment, on a une gamme d'enfants qui est arrivée dans cette catégorie, toujours pour avoir des relations humains, non humains, et qui scénarisent l'expérience et la simulation de viol. C'est des cas limites sur lesquels on travaille beaucoup avec mes étudiants, parce que si le viol, entre guillemets, humain-robot est aujourd'hui possible et n'est pas encadré d'un point de vue juridique, et bien par extension, est-ce que ça participe pas à normaliser le viol humain-humain dans notre société aujourd'hui et surtout demain? Et enfin, le cas qui nous intéresse le plus, qui est du moins central dans votre journée, c'est autour des IA génératives. On interagit par le langage naturel, il n'y a pas de matérialité, il n'y a pas de représentation physique de cet objet-là, et c'est justement cette absence de physicalité qui va permettre à nos imaginaires, à nos aspirations, de nous projeter plus profondément dans un lien quasi humain avec ces outils-là. On va personnaliser la manière d'écrire, les intentions qui le sont, et les réponses vont également être personnalisées en ce sens. C'est notamment ce qui se passe avec l'attachement que l'on va avoir aux conversations de ChatGPT, mais de manière un petit peu moins visible dans notre quotidien. Ça va aussi ouvrir à un nouveau monde, celui d'une recommandation algorithmique sur les choix de visionnage comme sur Spotify ou Netflix, qui vont être encore plus poussés et qui vont nous amener dans des bulles relationnelles. Si on essaye de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se joue autour de ça, et en fait on se rend compte qu'on a tous les ingrédients actuellement avec le boom de l'IA générative pour faire en sorte que cet attachement et cet animisme industriel se structurent dans notre quotidien. Comme je vous le disais précédemment, le premier levier, ça va être la conversation. On interagit par langage naturel, par voix aussi, mais par chat. On a une personnalisation autour de la mémoire, des préférences et des profils, et on a des routines à travers l'utilisation dans notre quotidien avec une présence stabilisée de cet interlocuteur non humain qui devient un interlocuteur légitime. Qu'est-ce que ça va changer au sein de notre vie quotidienne, au sein de nos sociétés de manière plus générale? Ça questionne la prise de décision autour des recommandations et des choix par défaut. Où en est le libre arbitre et l'esprit critique? Ça questionne également et ça recompose nos affects. On va avoir des émotions autour de ces outils, du soulagement, de l'agacement et de la confiance, où ça va nous amener à déléguer un ensemble de décisions. Ça recompose également l'attention, quelles vont être les priorités, comment on va gérer notre temps et surtout le nouveau rapport aux notifications. Et enfin, la responsabilité. Est-ce que c'est un substitut de nos choix et comment on va juger de ce qui est bien ou mal de faire et comment on va déléguer ou déplacer notre recommandation. Il y a différentes mécaniques qui se jouent derrière et qui nous permettent en fait de comprendre les mécaniques invisibles de nos émotions, de nos mécanismes mentaux et surtout de nos représentations du monde. La première, c'est ce qu'on appelle les rites d'invocation, autour du prompt, autour des gestes, autour de la cérémonie en quelque sorte du fait de demander une action à un outil. En fait, on va rentrer en scène et on va ouvrir en quelque sorte un théâtre technosocial de l'humain et de l'outil.
Ensuite, on va avoir la répétition de l'utilisation. Ça va créer un style d'interaction à part entière et cet objet non humain va devenir un interlocuteur légitime. Et enfin, la coproduction, comment en fait on va co-créer de manière, on va dire, invisible et en apparence non intrusive dans notre quotidien sur des décisions qui semblent discrètes mais qui, pris ensemble, vont devenir très significatives dans notre quotidien. La deuxième mécanique, c'est comment on personnifie pour stabiliser cette relation et cette nouvelle intégration des non-humains dans notre quotidien. Comme je vous le disais, en fait, avec toutes ces dynamiques de voix, de personnalisation, de recommandation, ce non-humain, qui est l'IA générative, va devenir un interlocuteur crédible. Comment cette altérité devient possible en contexte occidental avec une IA générative à travers le nom que l'on va donner? Est-ce qu'on l'appelle chat, frérot? Est-ce qu'on lui donne un nom? C'est toutes les verbatims que l'on observe dans nos études. On va avoir également une manière de lui parler. Cet outil va créer aussi des récits d'accompagnement. Est-ce qu'ils vont être protecteurs, soignants, coachs ou compagnons en fonction de la place et du degré d'incarnation qu'on a envie de lui donner, mais également de ce que l'outil, dans la personnalisation, perçoit de l'utilisateur et comment il va construire une réponse qu'il juge adéquate à la situation que l'utilisateur est en train de créer. Et enfin, une bienveillance perçue, comment et pourquoi l'agent semble vouloir notre bien. Donc, ça va créer une IA de confiance et ça va créer une relation sur laquelle on va moins prendre de distance et de retour par rapport à ça. La dernière mécanique, c'est celle qu'on peut appeler performative. Ça veut dire que l'outil et les réponses vont s'aligner sur des suggestions par défaut. On va avoir, et ça va induire un formatage plus ou moins discret des pratiques professionnelles, notamment avec des gabarits et des templates qui vont s'uniformiser, des mots-clés qui vont revenir de manière très récurrente. Et ça, c'est notamment des trucs sur lesquels je me bats avec mes étudiants parce que on voit un style et une esthétique liée à l'IA qui fait perdre à la fois profondeur et esprit critique. Et enfin, les exceptions deviennent coûteuse parce que même si ça donne l'illusion de créer du nouveau, on va être davantage dans de la synthèse de choses existantes et au final, on est davantage dans quelque chose de moyen, de commun, de statistiquement fiable, mais qui ne répond plus forcément aux enjeux, on va dire, plus personnels et qui renvoient davantage à de la singularité. Pour essayer en fait de commencer à naviguer et que vous entriez comme expert dans ce monde de l'animisme industriel, ayons en quelque sorte une boussole en essayant de regarder chaque interaction, chaque dispositif d'intelligence artificielle entre 4 grandes fonctions sociales qui ressortent sur le terrain. Le premier, c'est qu'on peut les voir comme des objets dits miroirs, c'est-à-dire qui vont clarifier notre pensée, qui vont être une extension de nous-mêmes. On a également les objets dits augmentateurs, donc comment ils vont accélérer la mise en forme, que ce soit de nos idées ou d'une production créative, très pragmatique du quotidien ou professionnel. On a également des objets prescripteurs, comment ils vont trier, hiérarchiser et donc orienter notre pensée, notre vision du monde et notre dépendance à ces derniers, et des objets affectifs qui vont soutenir l'attachement que l'on va avoir autour de ces derniers dans notre quotidien. C'est ce que on voyait sur la matrice de début, qui étaient les doudous digitaux. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va se rendre compte qu'ils vont avoir des fonctions ou des places différentes en fonction des situations, des espaces dans lesquels on va les observer. À la maison, ça va être une présence qui va veiller sur les membres du foyer, qu'ils soient humains ou non humains. Là, on pense notamment aux animaux. Donc là, c'est de se dire comment, à travers une présence bienveillante, omniprésente, visible ou non, on va leur faire confiance et on va les intégrer durablement dans cet univers-là. Au travail, leur voix va davantage s'exprimer dans nos routines professionnelles. Ils vont être à la fois des orchestrateurs à travers des micro-tâches, des relances, des synthèses qui vont être orchestrées autour de l'outil. Ils vont nous permettre de cadrer, c'est-à-dire d'amener de l'ordre, de la preuve et du tempo dans un ensemble de tâches que l'on va mener, notamment autour d'une échelle qui va être le projet. Et enfin, la gouvernance, ça va devenir un acteur du quotidien. On a observé différentes structures, privées et publiques, où on a des utilisateurs qui ne maîtrisent pas forcément l'outil, mais qui s'en servent comme de légitimation
stratégiques dans un ensemble de tâches ou de décisions qu'ils vont prendre au niveau RH ou au niveau de la stratégie. J'avais prévu 2 vidéos, mais comme je parle beaucoup et que le temps passe vite, je vais vous en présenter qu'une, qui est un petit peu une manière de rendre compte via un design fiction réalisé par l'agence de design Faber-Novel il y a un an, à quoi ça peut ressembler notre vie si on donne plus de place, si ça devient objectivement des interlocuteurs privilégiés dans notre quotidien. Cette vidéo que je vous propose, c'est Vinciane. Je suis ravie de vous présenter cette IA qui est l'IA de Vinted, qui vient questionner les limites de la délégation aux transitions en montrant qu'une bonne idée, comme Vinted, qui se révèle être déjà pas forcément une bonne idée pour limiter notre attachement aux vêtements et le fait d'en acheter, peut être encore moins une bonne idée si cette IA prend plus de place dans notre quotidien sous couvert d'optimisation de nos choix de consommation et d'achat. Vintai est la révolution des usages de consommation du XXIe siècle. Qualifiée d'assistant virtuel vertueux, cette intelligence artificielle propose des alternatives éco-responsables pour s'habiller, en analysant les habitudes de consommation et les besoins de chacun. Elle prodigue des conseils pour prolonger la durée de vie des vêtements, identifie les pièces oubliées dans les fonds de penderie et permet la revente, la location ou l'échange d'articles essentiels et de réemploi. Avec Vintai, vous ne consommez que ce dont vous avez vraiment besoin, ni plus ni moins, sans la moindre frustration. Et avec une empreinte carbone absolument rikiki grâce à ses algorithmes de rationalisation et d'astucieux calculs de compensation. La planète vous en remerciera. Plus besoin de se questionner sur son impact écologique, Vinciane est là pour vous guider. Bonjour mon Elio, comment ça va aujourd'hui? Hello toi, ça va, j'ai étonnamment bien dormi. J'ai vu, je n'ai pas osé te réveiller. Pendant que tu dormais, j'ai trouvé quelques trucs vraiment chouettes pour toi. Regarde. Non mais Vinciane, sérieux, pas tout de suite, j'ai besoin d'un café avant. C'est dommage car ces articles ont été spécialement sélectionnés pour toi, tout en respectant ton crédit carbone. En les achetant maintenant, tu bénéficies d'une remise de crédit carbone de 10 points par article. Attends. Chérie, avec la fermeture définitive des stations de ski et la liquidation des stocks, il y a Vinciane qui me propose encore des vêtements de sport d'hiver. Et je gagne 10 points de crédit carbone si je les prends. Qu'est-ce que je fais? Je les prends? Oui, prends-les. Je les utiliserai pour rembourrer les coussins du canapé, pour refaire l'isolation des combles. Ok Vinciane, mets ça au panier. Mon Elio, j'ai également trouvé un cadeau d'anniversaire pour ta mère. Regarde. Merci. Mais attends, c'est l'anniversaire de ma mère? T'es sûr? Évidemment que je suis sûre. Nous avons synchronisé vos comptes, rappelle-toi. Ah, super. Un plaid de survie en forêt. Bien joué Vinciane. Non mais Elio, ta mère aime les activités en plein air mais pas de là à dormir en forêt. Tu veux pas lui prendre un tapis de yoga ou des bâtons de marche? Je suis persuadée que Suzanne va adorer le plaid. Je connais bien ses goûts, tu sais. Et entre nous, au vu du crédit carbone de ta mère et du tien, le plaid, c'est beaucoup plus raisonnable. Tu as raison Vinciane, c'est génial cette idée de plaid. Ah mais Manette, qu'est-ce que tu me fais là? Tu veux la vexer ou quoi? Quelques jours plus tard. Bon anniversaire maman. Oh mon Elio, merci. Mais qu'est-ce que tu as encore fait comme folie? C'est un plaid de survie en forêt. Oh, super. Merci beaucoup. Bon, si jamais ça ne te plaît pas, tu peux toujours l'échanger avec le système REO, Rencontre Éco-Optimisée. Ah oui? Qu'est-ce que c'est? C'est la nouvelle fonctionnalité de Vinciane. Elle te met en lien avec des personnes près de chez toi qui ont les mêmes goûts que toi pour échanger tes vêtements en bon état et voir plus si affinité. Ah, tu me montres? Pourquoi je tenais à vous montrer Vinciane et en quoi c'est intéressant? On pourrait en parler des heures, mais il y a différents points qui doivent attirer notre attention. Le premier, c'est que là, ça permet de rendre plus visible et plus radical le fait de personnaliser, de donner un caractère et une place à ces IA. Là, Vinciane, elle a un caractère, elle est force de proposition et même elle va imposer ses choix. Comme je vous l'expliquais précédemment dans la présentation, cet objet va devenir un interlocuteur légitime qui va non pas bouleverser uniquement la relation humain-non humain, donc humain
donc c'est-à-dire Elio et Vinciane, mais également les relations qu'Elio va avoir avec sa compagne et également avec sa mère. Il va avoir peur de vexer l'IA, ce qui va induire des comportements spécifiques avec cette IA, et surtout, on va avoir une baisse de la pensée et de l'esprit critique par rapport à la fois à la pertinence de ces choix de consommation ou simplement dans une idée de bon sens par rapport à l'achat ou non d'objets en période de transition socio-éco-environnementale, mais également de pertinence du choix de recommandation que va faire l'IA. Donc souvenez-vous de Vinciane, à la fois ça questionne nos usages qui sont des fausses bonnes idées par rapport à l'éco-responsabilité, et plus loin, quelle place on peut lui donner, qu'elles soient incarnées avec Vinciane dans ce cas-là, ou qu'elles soient de manière plus pervasive à travers la confiance que l'on donne aux recommandations algorithmiques de notre quotidien. Comment on peut mesurer dans notre quotidien, perso comme pro, l'animisme qui nous entoure et surtout notre capacité à conserver notre esprit critique par rapport à ça? Déjà, ça va être la fréquence d'utilisation. Est-ce qu'on est sur une ritualisation de l'usage? Est-ce que, par exemple, ChatGPT prend une place dans notre quotidien de manière récurrente? Si c'est le cas, questionnez-vous sur votre capacité à prendre de la distance par rapport à son usage. On va avoir également une personnification explicite. Si on lui donne un nom, si on lui dit « merci »,« bonjour » et « s'il te plaît », peut-être qu'il est en train de prendre une incarnation qui n'est pas celle que vous voulez lui donner explicitement. On a aussi le récit. Quelle fonction on va lui donner? Est-ce qu'il est protecteur, coach, compagnon, ou est-ce que c'est seulement un nouveau réflexe Google? L'alignement par défaut. Est-ce que les réponses qu'il va vous donner sont en cohérence avec la place que vous voulez lui donner dans le quotidien? Si vous voyez qu'il personnifie ou qu'il donne des intentions qui sont éloignés, qui sont en non-cohérence avec le récit dans lequel vous voulez le positionner, là aussi, il faut se poser des questions en termes d'animisme industriel. Et enfin, le déplacement de la responsabilité. Si vous avez tendance à lui déléguer des choix de vie ou des choix professionnels, attention, l'animisme n'est pas loin. Et pour terminer, je vais vous présenter rapidement des cas un petit peu emblématiques de l'année 2025 avec lesquels la chaire Managia a travaillé et qui sont des bons signaux d'alerte ou de questionnement par rapport à cette place et à cette intégration de l'animisme industriel en contexte occidental. Le premier, je vous en ai un petit peu parlé, c'est celui de l'enterrement de l'aspirateur robot. Avant, on lui donnait juste un nom. Maintenant, on l'enterre aussi. Donc, au-delà d'avoir une empreinte carbone un petit peu dégueulasse, de le mettre dans le champ de tomates et entre les magnolias, ça questionne aussi comment on se projette dans la fin de vie de ces produits. On a depuis 2017 la presse qui se fait régulièrement l'écho de suicide robot, qui est un petit peu le même mécanisme que celui attribué à l'enterrement. En 2017, là c'est la photo du premier suicide robot. La presse du monde entier se fait l'écho de ce premier suicide robot. À l'époque, je suis directrice d'un laboratoire de recherche industrielle et j'ai mes collègues roboticiens et ingénieurs qui viennent me voir en me disant « Putain Fanny, c'est fou, on assiste au premier suicide d'un robot, c'est enfin l'heure de gloire des anthropologues. » C'est-à-dire que même des ingénieurs et des roboticiens brillants, pendant 3 jours, ont vraiment cru que le robot, que cet objet, a voulu sortir de sa condition d'asservissement de l'humain et se suicider. Bien évidemment qu'il n'y a pas eu de suicide, il y a eu une défaillance de programmation qui a amené ce robot à finir sa course dans la fontaine du centre commercial. Mais pendant 3 jours, il y a vraiment eu un moment de flottement. Donc même si des roboticiens arrivent à projeter un animisme industriel, imaginez-nous dans le quotidien par rapport à ça. Le deuxième, c'est, j'en ai également un petit peu parlé, je suis tombée amoureuse de mon IA vocale. C'est pas un phénomène qui est nouveau. On a eu des problèmes de dépression à la fin du siècle dernier quand des personnes avaient leur Tamagotchi qui mourait. Là, grosse peine, grosse tristesse, les psys se sont emparés du phénomène parce que leur personnel leur parlait de ça. Là, on est sur un rattrapage de la réalité qui est plus problématique, notamment avec des cas de suicide qui nous amènent en fait à un isolement et à créer de vraies, entre guillemets, relations
d'humain avec la machine. On a un des usages principaux qui ressort des études que l'on mène, c'est qu'on ne se sert pas de ChatGPT uniquement pour traduire ou synthétiser un texte ou corriger les fautes, mais comme un psy ou comme un coach. Ça devient un interlocuteur qui va être perçu comme plus fiable, plus disponible qu'un humain pour un certain nombre de tâches de quotidien. J'ai par exemple des élèves qui m'expliquent aussi qu'ils s'en servent comme substitut aux parents. Avant, on posait des questions sur pour faire une recette de cuisine ou quand on avait un bobo quelque part. Maintenant, ils n'emmerdent plus leurs parents. Ils vont demander à ChatGPT. Donc, qu'est-ce que ça veut dire si cet objet miroir, pour revenir sur les termes qu'on a abordés précédemment, devient un réflexe de confident dans le quotidien? On a également quelque chose qui est en train d'arriver là plus dans le monde professionnel et de la créativité, donc appliqué au design, mais qui questionne notre rapport à la création de manière plus générale. C'est qu'on a plein de gens, en toute bonne foi, qui sont persuadés qu'ils ne s'en servent pas pour créer, juste pour brainstormer. Or, quand on regarde la conduite de projets et notamment de projets créatifs, ils s'en servent toujours au début sur les pistes d'inspiration et pour challenger les idées. Donc, on va avoir des idées qui vont être construites ou en partie à partir de ces corpus d'entraînement. Et dans un moment de société où on a besoin d'innovation radicale, ce que l'on observe, c'est qu'on va être davantage sur des projets qui vont nous permettre d'être sur de l'innovation incrémentale, mais beaucoup moins sur des innovations radicales, disruptives, qui nous permettent le décentrement dont on a besoin. Donc du coup, si maintenant on conclut et qu'on dézoome par rapport à toutes les histoires que je vous ai racontées ce matin, en fait, on se rend compte que ça amène des choses positives du moment où on va être sur quelque chose qui va être cadré avec une certaine prise de distance. Ça nous permet d'avoir une certaine délégation de tâches physiques ou intellectuelles. Ça va réduire notre charge mentale et ça va nous donner un accès élargi à plein de choses de notre quotidien. À l'inverse, ça peut déjà créer de la dépendance, du formatage, de l'opacité de nos idées ou nos décisions, et ça va permettre de nous défausser sur notre responsabilité. Donc, comment on commence à encadrer, via le design et via les interactions avec l'outil, cet animisme industriel. Ça nous amène à questionner notre cohabitation avec des entités qui peuplent déjà notre quotidien et de cohabiter avec plus de justesse avec ces entités, notamment autour de 4 axes: la pertinence située, au-delà de l'effet waouh et de la pertinence supposée des résultats ou de l'effet. 2, c'est de se dire comment on pense aussi des interfaces frugales dans une période où le climat est l'enjeu de notre siècle. Comment on pense des agents plus modestes, c'est-à-dire comment ils vont être moins performants d'un point de vue technologique et comment ils vont être davantage situés sur des cas d'usage précis qui vont œuvrer pour les communs et non pas uniquement pour un bien-être personnel. Et je vous remercie de votre attention et j'espère que c'est pas trop désagréable à distance. Merci Madame Paris.